Bonjour à tous. Bien, écoutez, on va commencer cette dernière table ronde de la journée. Journée qui a été riche. L'idée de cette journée, c'était d'apporter des sources d'inspiration et de savoir comment est-ce qu'on peut faire avancer la filière, disrupter la filière. Et dans la disruption de la filière, il y a l'innovation. Il y a tout l'écosystème entrepreneurial qui contribue à faire avancer cette filière. Et donc on va se poser la question tous ensemble de comment accompagner, investir, soutenir et promouvoir les entreprises de la tech dans la filière vin. Parce que dans le monde magique de l'entrepreneuriat, des startups, de l'innovation, il y a un important écosystème qui entoure les entreprises, qui entoure les porteurs de projets. Et on va voir que le secteur vin est riche en acteurs d'accompagnement. L'ambition de cette table ronde, c'est de vous permettre de comprendre un peu le qui fait quoi. Qui fait quoi dans cet écosystème? Quels sont les rôles? Quelles sont les organisations? Quelles sont leurs fonctions? Quels sont les acteurs? Et surtout aussi, à quelle étape ils interviennent? Parce qu'on va voir qu'il y a un certain nombre d'étapes. Pour répondre à ces questions, écoutez, on a réuni un panel de 5 acteurs, de 5 opérateurs qui accompagnent. Alors on a une start-up et 4 personnes qui accompagnent les start-up. Et ça va nous permettre de faire un vrai tour d'horizon et de comprendre cette chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur qui entoure les porteurs de projets et l'innovation. Alors on est entre garçons, on est un petit peu désolé pour cette entorse à la parité. On a été assez attentifs tout au long de la journée à avoir des tables très paritaires, mais sur celle-ci, ça tombe... voilà, on est entre garçons, mais c'est comme ça. Aussi, on va présenter vraiment... on va laisser chacun se présenter par ordre chronologique, puis vous êtes bien alignés avec vos photos. Je vais juste me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Arnaud Daffy. Pendant longtemps, j'ai opéré dans le monde du marketing du vin et je suis en train de me réorienter justement dans l'entrepreneuriat. Je fais entre autres de la médiation entre entrepreneurs, de la médiation entre fondateurs d'entreprises. Voilà, entre autres. Je ne fais pas que ça, mais je fais autre chose. Eh bien, écoutez, messieurs, Amaury, je te laisse te présenter et puis on va faire le tour de table. Bonjour à tous, Amaury Kalt, directeur d'investissement dans la société de gestion Déméter et plus particulièrement dans le fonds Vitirev Innovation, qui est un fonds qui a été initié par la région Nouvelle-Aquitaine et la Banque des Territoires, CDC, qui représente 70 millions d'euros, avec l'objectif, la vocation d'investir directement dans les startups du secteur viticole sur toute la chaîne de valeur. Merci Amaury. Jean-Édouard. Bonjour à tous, donc, je suis Jean-Édouard Tribaudot, je suis chargé d'affaires au Crédit Agricole de l'Aquitaine. Mon métier, c'est d'accompagner, et notre métier, c'est d'accompagner effectivement le développement des entreprises vitivinicoles. Et je suis aussi référent innovation pour la Caisse d'Aquitaine. Donc on a l'occasion de nous croiser lors de ces événements. Je représente aussi la partie des villages du Crédit Agricole, le village Baïséa, qui sont des accélérateurs d'entreprises. Et je prendrai la parole justement à cet effet. Je vous remercie. Merci Jean-Édouard. Frédéric, le start-upper de la bande. Oui, bonjour. Donc je m'appelle Frédéric Voll. Effectivement, je suis le start-upper de la bande. Donc je suis cofondateur de la société Food et Wine Pilot, qui est un éditeur de solutions pour mesurer l'empreinte environnementale et notamment le carbone. Quelques mots perso aussi, puisque ça fait partie du brief. Moi, avant de créer cette boîte, j'ai été consultant pendant pas mal d'années et j'ai été consultant pour les startups sur la levée de fonds. Donc j'étais un champion du pitch. Donc le pitch dans tous les sens, et donc le fait d'être maintenant de l'autre côté du miroir, c'est bien les pitchs, mais ça suffit pas. Donc c'est à ce titre-là que j'interviendrai. Voilà. Donc là, et puis un petit peu de pub pour le village Baïséa, puisqu'on est au village Baïséa à Dijon, Montpellier et Paris. Donc on est golden dans le Crédit Agricole village Baïséa. Super. Merci Frédéric. Camilo. Bonjour à tous, Camilo Gomez. Moi, je suis en charge du marketing du digital pour le groupe Bernard Magret et je suis également responsable de l'incubateur Bernard Magret qui existe depuis 2021. Donc là, c'est la 5e promotion. Donc c'est la 5e année de start-up innovantes dans le monde vitivinicole. Donc la mission, c'est de développer, d'accompagner ces start-up qui ont des innovations dans le monde vitivini. Nous avons accompagné déjà plus de 120 projets. Et pour ceux qui ont eu la chance, hier soir, il y avait une belle session de présentation d'une dizaine de startups de l'incubateur, ce qui était une belle démonstration. Merci beaucoup Camilo. Grégoire. Alors pour finir le tour de table, donc Grégoire Le Thor, je suis fondateur du fonds d'investissement WineTech Xinomavro Ventures.
un fonds que l'on a monté à 3 il y a 2 ans. Et dans les 2 dernières années, on a investi dans 10 sociétés de l'écosystème de la WineTech au niveau mondial, dont 4 en France, une au Portugal qui est ici dans la salle, BeCreate, et dans les françaises, Moderato, Winealist, Winespace et Onafis. Voilà. Super, merci beaucoup pour ce tour de table. Donc, comme vous le voyez, on a vraiment un peu toute la chaîne de valeur et on va justement rentrer en détail d'abord, parce que je ne sais pas si tout le monde est complètement familier avec l'écosystème de start-up. Il y a beaucoup de vocabulaire, beaucoup de jargon, on pourrait dire, hein, qui est assez spécifique à cet univers des startups. Alors, on a demandé pour s'y coller à Frédéric, parce que comme Frédéric a été leveur de fonds et start-upper, je crois qu'on peut dire aussi que tu as levé des fonds assez récemment, hein, il n'y a pas très longtemps. Donc tu connais tout le parcours. Donc on va regarder un peu dans le vocabulaire. Qu'est-ce qu'un incubateur? C'est quoi la différence avec un accélérateur? Il y a les business angels, mais il y a aussi les fonds. Il y a les VC. C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que c'est la même chose? Fonds et VC, le venture capital. Il y a les leveurs de fonds. Et puis il y a toutes ces étapes dont on entend parler, le early stage, le seed, le pré-seed, le série A, série B. Bon, bref. Ça peut être pas mal de mettre on propose de faire un petit point de panorama, tour d'horizon. Est-ce que tu peux nous guider parmi ces différents termes, rapidement? Oui, alors on va faire simple. En fait, il y a le monde magique de l'entreprise, le monde magique de la start-up et le monde de l'entreprise. Je vais faire cette distinguo parce que ça résume assez bien l'histoire d'une start-up. Une start-up, c'est une idée, c'est un groupe, une entreprise, une profonde motivation et 3 slides. Et là, vous êtes une start-up, un incubateur vous accueille, vous pitchez, on vous dit c'est bien, on va vous accompagner. Et là, c'est magique puisque en France, on a un dispositif d'accompagnement exceptionnel. Exceptionnel, avec des incubateurs qui, très tôt, à la sortie d'école ou les gens qui veulent se reconvertir, on vous accompagne. Donc ça, c'est la partie incubation. Donc vous partez avec 3 slides, vous êtes dans la partie incubation. C'est quelque chose de magique parce que finalement, on est porté, c'est super. Puis ensuite, on vous propose d'être accéléré. Donc l'accélération, là, on commence à commencer un peu à cramer du cash. En fait, le cash, ça devient, je pense que ça va être un peu le moteur le fil de la discussion, le cash, parce que il faut commencer à recruter. Les slides, ça coûte pas cher à faire, mais monter un produit, monter un MVP. Nous, par exemple, on a eu 100 000 euros pour monter un MVP qu'on a présenté au Salon de l'Agriculture. Et si on n'avait pas eu de MVP, Most Valuable Product, un prototype, quoi, si on veut expliquer simplement. Tu m'as dit de me faire un peu mousser sur des mots. Alors moi, je sors MVP, Early Stage, etc. Donc, prototype. Et à partir de là, on rentre donc sur l'accélération. Donc les accélérateurs, c'est des gens qui vont mettre un ticket chez vous et donc qui prennent une part de capital et qui vous mettent à disposition du réseau. Parce qu'en fait, pour une start-up, ça fonctionne parce qu'il y a un réseau et chacun amène son réseau. Donc il y a de l'argent et du réseau. Voilà. Et puis ensuite, vous avez besoin de chercher dans les fonds, vous avez les business angels qui sont fédérés. Donc vous avez la Love Money si vous avez des cousins un peu riches, vous allez les voir. C'est le meilleur argent. Love Money, c'est papa, maman, les voisins, voilà, les gens qu'on aime bien. Donc ça aide. Hein. Ensuite, vous avez effectivement les business angels et puis vous avez les fonds comme Demeter et d'autres. Donc en fait, il y a tout un parcours. Donc en fait, là, j'ai pris le fil. Pourquoi après, je dis que c'est un monde magique versus le monde de l'entreprise, c'est que quand on a levé des fonds, en fait, on est dans une entreprise, on crame du cash et il faut piloter, quoi. C'est une vraie entreprise. Il ne faut pas s'imaginer 2 secondes. Voilà. Donc, si on lève beaucoup d'argent, c'est bien. Mais en tout cas, nous, on a été confrontés à ça. On a levé 4,5 millions d'euros pour mettre des chiffres en décembre 2023. Il aurait fallu qu'on lève 10 millions. Vraiment. Et donc, après, on est dans une situation où c'est l'entreprise, c'est la gestion du cash, c'est la gestion des clients, c'est le delivery. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais j'ai essayé de mettre les quelques mots-clés. Et dans ce parcours-là, en fait, on va retrouver, je pense, les témoignages des personnes qui sont autour de la table. Super. Et ben justement, on va aller je propose on va aller par tour de rôle croissant, où j'irai par les étapes par lesquelles vont passer les entrepreneurs dans leur parcours. Et donc la question que je vais vous poser à chacun, c'est concrètement comment est-ce que vous accompagnez un porteur de projet quand il passe votre porte et quand vous le sélectionnez. On va peut-être commencer par Camilo, ce serait le plus
early stage, hein, maintenant qu'on a le vocabulaire, le plus early stage. Comment ça se passe dans un incubateur et comment ça se passe tout particulièrement chez l'incubateur Bernard Magret? Alors très concrètement, ça se passe d'abord par un appel à projet. On va aller chercher des entrepreneurs, des projets innovants qui veulent être incubés chez Bernard Magret. Donc on fait un appel à projet. Ensuite, ils vont déposer un dossier. Il y a un jury qui va se mettre en place, donc un jury d'experts du monde vitivinicole, du monde de l'investissement, du monde de la tech. Les dossiers vont être sélectionnés et on va avoir une promotion qui va être accompagnée, chez nous, pour un an. Mais en moyenne, les startups sont incubées jusqu'à 2 ou 3 ans. On a des startups qui sont incubées même jusqu'à 5 ans depuis la première promotion. Ensuite, nous, on va leur fournir plusieurs choses. D'une part, on va leur fournir notre réseau, donc le réseau du groupe Bernard Magret, qui est propriétaire de 4 grands crus classés à Bordeaux, mais aussi de nombreux domaines viticoles dans le monde. On va leur fournir le réseau de nos distributeurs, de nos partenaires, de nos fournisseurs, mais aussi de tout l'écosystème tech et vitivinicole via notamment des interventions. Donc on organise régulièrement des interventions thématiques sur les sujets qui vont les intéresser, que ce soit la propriété intellectuelle, que ce soit l'investissement, le financement, les études de marché, l'amélioration de leur pitch, de leur marketing. Donc il y a tout un tas de formations, d'ateliers et d'interventions tout au long de l'année. Et enfin, ce que la start-up va chercher particulièrement chez nous, ça va être avoir des retours concrets, des feedbacks de personnes clés du groupe Bernard Magret. Donc que ce soit des responsables techniques, des responsables de château, des responsables sales ou des responsables marketing. Ce qui les intéresse principalement, c'est d'avoir des retours, des feedbacks et aussi de pouvoir tester des MVP, des solutions et nouer finalement, in fine, pourquoi pas des partenariats. D'accord. Et là, donc, les gens, quand ils viennent vraiment, quand ils présentent un dossier, on est vraiment au stade, on est plus sur des porteurs de projets, on n'est pas encore sur des entrepreneurs. C'est des choses très, très au début, c'est ça? Il y a quoi? Il y a une idée, il y a déjà un produit, il y a déjà une équipe, il y a quoi? Oui, nous, dans la phase de sélection, on demande quand même qu'il y ait déjà un premier prototype, un premier MVP, quelque chose. Et aussi, on a différents programmes. Donc, effectivement, là, je vous parlais du programme un peu plus early stage, mais on a aussi un programme qui va intéresser plus des startups qui ont moins ce besoin d'accompagnement par un startup manager dédié assez régulier, mais qui vont vouloir bénéficier de l'écosystème, du réseau et qui sont plus avancés. Ok, d'accord, super. Merci beaucoup. Donc ça, on est vraiment sur la fonction incubation. Ensuite, on peut peut-être passer donc au village Baïséa et puis peut-être rappeler le rôle du Crédit Agricole dans cet écosystème. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive au village Baïséa? Alors, ce qui est très important, c'est que pour expliquer le fonctionnement du Crédit Agricole, on est une banque internationale, mais on est localisé par caisse régionale, par notion de territorialité. Et donc, on retrouve dans chaque caisse régionale un village qui est un accélérateur de start-up. C'est-à-dire qu'on va les prendre pas à la genèse, on va les prendre quand elles commencent à avoir un modèle établi, nouer des premiers partenariats et mettre à disposition aussi le réseau d'entreprises justement pour leur permettre d'accélérer. Au village d'Aquitaine, pour le citer par exemple, c'est un village où chaque année il y a des promotions qui se présentent, où on a une part variable d'entreprises vitivinicoles, de start-up vitivinicoles, mais pas que. C'est vrai qu'on est dans les tendances aujourd'hui où on parle d'IA, où on parle de santé, où on parle de solutions digitales plus larges. Et donc, ma vocation en tant que référent innovation, c'est d'essayer d'identifier des startups qui peuvent être incubées dans l'incubateur de Bernard Magret, dans d'autres incubateurs locaux, et de dire, il y a une candidature à déposer au mois de septembre. Prendre contact avec le village, commencer à faire un petit peu de teasing et être facilitateur de business. Il faut bien imaginer que quand on est Crédit Agricole, c'est une banque mutualiste, c'est une vieille dame, elle a 100 ans. Il faut imaginer que quand on pense innovation, est-ce que spontanément on pense au Crédit Agricole? En tout cas, c'est notre souhait, c'est d'être partenaire de la tech. Et c'est surtout 3 choses. Un, c'est d'être capable d'identifier des entreprises qui ont un modèle avec de la pérennité. Deuxièmement, de la maturité. Et troisièmement, de l'universalité. C'est-à-dire que demain, si on veut présenter ces entreprises vitivinicoles auprès de nos clients, parce que d'un côté, on a les startups et de l'autre côté, on a les clients, il faut être en mesure de pouvoir respecter ces 3 piliers fondamentaux. Par universalité, on entend quoi exactement? C'est-à-dire que ça puisse s'étendre au niveau plus large géographique en fait, ce qu'on veut, c'est identifier des entreprises qui ont déjà les 2 premiers pérennes, dans le sens où si on parle de solutions innovantes à nos clients viticulteurs ou négociants,
il faut que les solutions que l'on propose soient à maturité et qu'elles puissent perdurer. La notion d'universalité est importante aussi, puisque une banque mutualiste, c'est une personne, une voix. Ça veut dire aussi que dans les solutions que l'on présente, on ne peut pas seulement présenter que des solutions élitistes. Et donc, je prendrai toujours l'image de la station connectée Seine-Crop, qui était hébergée au village de Lille il y a quelques années, station connectée qui a été reprise par le groupe Isagri. C'est une solution qui est utile pour la filière vin, qui a un coût qui est relativement maîtrisé. Vous n'êtes même pas obligé d'acheter la solution, vous pouvez juste prendre l'abonnement pour avoir vos stations connectées. Et c'est là où je parle d'universalité, c'est que c'est disponible pour tous. Voilà. Ok, d'accord. Très très clair. Donc première étape, deuxième étape, troisième étape, ensuite le projet se développe, commence à faire ses preuves et là on va commencer à aller chercher vraiment les levées de fonds. On va aller plutôt s'adresser à des fonds comme Xinomavro, c'est ça? Effectivement, nous, on est un fonds early stage, c'est-à-dire qu'on va apporter de l'argent à des entrepreneurs qui sont en ce qu'on appelle pre-seed et seed, donc avant la commercialisation ou juste au début de la commercialisation, dans cette phase qui est très critique de croissance assez rapide pour constitution des équipes, mise en place de la supply chain, de la production, etc. Donc nous, notre rôle, c'est d'identifier ces startups. On est très présent dans la partie agriculture, dans la partie chai, tout ce qui se passe dans la tech, dans le chai, ainsi que dans la distribution et dans l'expérience client. Donc notre travail tous les jours, c'est de rencontrer des entrepreneurs. On en voit à peu près 150, 180 par an. De discuter avec eux, de tester leurs prototypes, de revoir leur business model, de passer beaucoup de temps à creuser, est-ce qu'il y a un business, est-ce que c'est la bonne équipe, est-ce que c'est la bonne idée, est-ce que c'est le bon produit, à bien se prendre la tête pour au bout du compte décider d'investir dans telle ou telle boîte. Pour vous donner les ratios, sur les 350 sociétés que l'on a vues dans les 2 dernières années, on investit dans 10 sociétés. Donc il y a beaucoup de travail de défrichage, de discussion. C'est toujours la réunion d'une idée, d'un produit, d'un marché et d'une équipe. S'il n'y a pas tout ça, ça fonctionne rarement. Nous, on est là pour amorcer la pompe, en partenariat avec mes collègues de l'incubateur et de l'accélérateur. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure, WineSpace, qui est un de nos investissements, est passé chez toi et est passé chez toi aussi. Ou il est peut-être toujours, je ne sais pas. Donc il y a vraiment une continuité dans la chaîne de valeur de l'accompagnement qui est vraiment présente, surtout dans le réseau français. Nous, on investit globalement, mais le réseau français est très très bien structuré pour accompagner les startups. D'accord, super. Alors, puisqu'on parle d'argent, allons-y. Le ticket moyen d'investissement chez Xinomavro, c'est quoi dans ce stade un peu pré-seed, seed? Alors, nous, donc on est très early stage, comme on dit. On met des tickets entre 100 et 300 000 euros. La moyenne est quasiment à 200 000 euros. Voilà. Ok, super. Alors, une dernière question un peu indiscrète. Cet argent, il vient d'où? Est-ce que c'est l'argent des fondateurs du fonds? Où est-ce qu'on va le chercher? Alors, sur un fonds comme le nôtre, c'est un mélange de notre argent à nous, les fondateurs du fonds, et un réseau de business angels du monde entier, soit des entrepreneurs, soit des high net worth individuals qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour accompagner les startups. Ok, d'accord. Je vais rajouter une autre chose qui est très importante, alors peut-être qu'on en parlera après, c'est l'accompagnement. Nous, on ne met pas que de l'argent, on met beaucoup de temps pour aider nos startups à se développer. On ouvre notre carnet d'adresses énormément, on a un très bon carnet d'adresses dans le monde du vin. On passe du temps avec nos expériences passées, on n'était pas toujours investisseurs, on a été dans des entreprises pour aider les boîtes à se structurer, à définir leur pricing model, à revoir leurs KPIs, etc., à mettre en place leur supply chain. Et donc voilà, donc on apporte aussi beaucoup de valeur ajoutée de ce côté-là. Super, merci beaucoup. Et ensuite, on arrive à la dernière étape. C'est Ou pas pas la il y en a dernière plein étape, d'autres après, on verra, vous allez nous pitcher les étapes l'étape d'après. Voilà. Voilà. Alors, donc, on arrive dans un fonds. Comment ça se passe, Amaury? Alors, c'est vrai que statistiquement, les entreprises qui sont assez développées, qui arrivent à une maturité avec un certain chiffre d'affaires qui peut être entre 100 000, 200, 300 000 euros pour qu'on puisse, nous, commencer à analyser cette entreprise, est très généralement passée par ces différents acteurs. Et celle qui n'est pas passée à travers ces différents acteurs,
très généralement, elle est étrangère, mais en France, c'est assez classique et logique. Et les choses se font dans cet ordre-là, parce que le besoin, en fonction de la maturité de l'entreprise, est aussi spécifique. Donc, nous, sur le fonds Vie-Innovation, notre objectif est d'avoir un portefeuille de 16 startups. Notre ticket moyen, notre premier ticket est aux alentours de 1,5 million, 2 millions d'euros, sachant qu'on prend toujours une place minoritaire dans les entreprises. Les startups sont des entreprises qui ont vocation à croître de manière assez rapide. Et sans l'équipe, sans les ou le fondateur, ça ne fonctionne pas. Donc il faut que le fondateur, soit très majoritairement propriétaire de son entreprise. Sinon, c'est un autre métier de capital investissement et c'est une autre situation. Donc on prend toujours une part minoritaire, ça veut dire que l'entreprise, il faut pouvoir justifier derrière d'avoir une valorisation qui peut être au minimum à 3, 4, 5 millions d'euros. Ce qui est la première étape, c'est comment est-ce qu'on peut valoriser cette entreprise-là à ces montants-là pour que le fonds d'investissement tel que Vitiv'Innovation ne prenne pas la majorité des parts. Et c'est là, quand on est sur des stades de maturité très faibles, que ce soit des produits, des services, on voit vraiment une grande différence entre les entreprises qui se sont préparées, qui ont réussi déjà à vendre, à avoir des modèles plus intéressants que d'autres, avec de la récurrence, avec de l'international. Et vraiment, ça écrème un paquet d'entre elles. Et c'est à ce moment-là où on est en mesure d'investir dans l'entreprise. Et un petit peu comme Xinomavro, tout l'enjeu, c'est de pouvoir les accompagner grâce à nos différents réseaux. On a une quarantaine de personnes au sein de Demeter, de pouvoir bénéficier non pas de l'unique expérience de la personne de Vitiv'Innovation qui va être dans le board de l'entreprise, mais potentiellement, d'une manière certaine, de l'ensemble des expériences de Demeter sur tout type de sujet. Et statistiquement, on commence à en avoir vu pas mal, quel que soit le secteur d'ailleurs, parce qu'on est dans la transition écologique et transition énergétique au sein de Demeter. Ce fonds Vitiv'Innovation est dédié à la viticulture, mais il y a beaucoup de sujets de croissance et de développement qui se partagent, et tout l'enjeu, c'est de pouvoir faire bénéficier ces startups de toute cette expérience cumulée. D'accord, donc concrètement, chez Demeter, on n'arrive pas avec juste une idée, des jolis slides, même si on a besoin, mettons, de 2 ou 3 millions d'euros, on arrive déjà avec quelque chose qui commence à exister concrètement, à avoir un produit qui a un peu passé les premières étapes. On est d'ailleurs de plus en plus sur des startups professionnelles. Ok. En 5 ans, grâce à ces accélérateurs, on peut évoquer aussi Innovin, Hectare, Agri-Sud-Ouest Innovation. Il y a plein d'acteurs, il y a un réseau qui est quand même assez incroyable, qui permettent à ces startups d'arriver, quand elles vont voir des fonds d'investissement professionnels, avec une qualité on va dire, d'organisation, de professionnalisme, de produits, de présentation de manière générale qui est top, même si ça ne remplacera jamais la confiance qu'on peut avoir dans les porteurs de projets. Et c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup de startups très jeunes qu'on n'est pas capable de financer nous pour connaître les fondateurs sur la durée. On se revoit au CITEVI, au Vinitexifel, au Wine Paris, à plein d'autres salons. Et c'est grâce à ça aussi qu'on arrive à prendre des décisions d'investissement parce qu'on croit dans cette équipe. Et si on n'y croit pas, dans ce cas-là, on n'y va pas et c'est assez strict, on va dire, même si c'est du feeling. Certains pourraient se dire, mais c'est subjectif. Oui, ça l'est, mais c'est la réalité. Est-ce qu'on croit dans le potentiel de ces fondateurs? Alors une autre question aussi, tu parlais du board. Qui d'entre vous, est-ce que vous êtes, toi tu es au board des entreprises que tu accompagnes, par exemple? C'est-à-dire concrètement, tu as une instance Alors là, c'est là où il y a plusieurs manières de s'organiser ou d'être organisé quand on a un fonds d'investissement. Vitiv'Innovation prend, par rapport à sa position d'investissement avec des tickets de 1,5 à 2 millions d'euros, une place qu'on appelle lead investor, ça veut dire l'investisseur le plus important en termes de taille de ticket dans un tour de financement, parce qu'on investit rarement tout seul, on investit parfois avec Xinomavro sur Onafis et d'autres startups, parfois aussi avec des caisses Crédit Agricole en investissement sur d'autres startups. Et c'est là où on retrouve tout l'aspect bancaire qui nous accompagne. D'ailleurs, on pourrait souligner dans le fonds Vitiv'Innovation qu'on a plusieurs caisses du Crédit Agricole, plusieurs caisses d'épargne, BNP, Arkea, CMSO, qui sont aussi donc acteurs très concrètement de l'innovation dans ce secteur-là. Donc pour finir de répondre à ta question, en tant que lead, on demande systématiquement une place au board des entreprises pour avoir un suivi vraiment actif. Et c'est pour ça qu'on ne prend, entre guillemets, on a un objectif d'avoir que 16 startups dans le portefeuille, alors qu'on est une équipe de 4, alors que d'autres fonds
ont une autre stratégie de prendre beaucoup plus de participation avec des plus petits tickets et d'être suiveurs, sans que ça soit péjoratif, de fonds qui sont un petit peu plus techniques, spécialisés et qui ont une autre stratégie de fonds d'investissement. Ok, super, très très clair. Et ouais, puis c'est l'idée de dire qu'on laisse pas les clés du camion, enfin on n'est pas là juste pour prêter de l'argent et puis on regarde comment ça Non, bouge. on dit souvent que le boulot commence une fois qu'on a fait l'investissement. Parce que Ouais, d'investir, tout le monde peut y arriver, hein, c'est pas très compliqué. De faire les bons Faire un choix, chèque. c'est déjà un peu plus compliqué. Puis on le sait qu'à la fin, si on a fait les bons choix. En revanche, d'accompagner le mieux possible nos startups dans toutes les problématiques du quotidien, et elles sont très nombreuses. Là, c'est d'être disponible pour elles et de leur apporter de la valeur en temps, en qualité, en mise en relation, en développement de business et avec toutes nos expériences cumulées. Ça c'est une certaine valeur. Un petit peu comme un conseil en stratégie qui est dans le bateau et qui est totalement aligné avec le fondateur parce que le but, c'est que ça se développe. Super, très très clair, merci. Frédéric, toi, de ta fenêtre et de ta vision de start-upper, c'était quelles sont, encore une fois, pareil comme il y a 4 étapes, quelles sont les étapes qui ont été cruciales pour toi, les points de passage et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir les points de relais un peu. Comment ça s'est passé de passer d'une étape à l'autre? Voilà. Oui, je vais détailler un peu le parcours qu'on a eu et vous donner quelques éléments. Donc en fait, on a démarré en 2022. On a eu besoin assez rapidement d'un peu d'argent pour faire le prototype, 100 000 euros. Donc on aurait pu aller voir des business angels. On a utilisé un dispositif qui s'appelle AXLR. Donc c'est une avance remboursable de 100 000 euros. Donc c'est un prêt. Donc soit vous le remboursez 2 ans après, soit ils convertissent en capital. Voilà. On a fait ce choix-là. On n'a pas converti. Donc 100 000 euros, le premier ticket, ça nous a permis de faire le MVP et d'aller sur le salon d'agriculture. Ensuite, nous, on est allé chercher vite beaucoup d'argent. Je l'ai dit tout à l'heure, 4,5 millions d'euros. On est dans le monde du digital. Ça coûte vraiment très cher. Moi, je ne venais pas de cet univers-là, mais vraiment, j'ai découvert des coûts et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça coûte vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un monde qui va très très vite. On parle d'intelligence artificielle. Il faut être vraiment très 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 agile. Donc beaucoup d'argent. Donc une fois qu'on a levé 4 millions, ensuite on a un board. Donc nous on a levé auprès d'une banque sur fonds propres, c'est la BRED, ce qui est rare, et un fonds régional en Occitanie qui s'appelle IRDI. Donc on a aussi, ça arrive souvent, des fonds qui se mettent ensemble, donc des fonds plutôt régionaux, des fonds plutôt nationaux, et ils se parlent bien, c'est fluide. Donc, qu'est-ce qui se passe après? On a dans le board, un comité d'investissement, 2 personnes. Et là, on est dans des phases, on est dans la vie d'entreprise, quoi. Donc, on a un comité d'investisseurs tous les 2-3 mois. Et pour parler de la situation dans laquelle on est, on a des choses où on est en rendez-vous, des choses où on n'est pas en rendez-vous. Et là, il faut mettre les choses sur la table. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc on rentre dans l'intimité de l'entreprise. Et effectivement, d'avoir des fonds, c'est important parce qu'on voit le coup d'après et on doit préparer ensemble les choses. Donc il y a une notion, c'est pour ça que c'est de l'argent, mais à un moment donné, c'est aussi leur argent. Et donc on doit être, ce que je disais tout à l'heure, dans la vraie vie de l'entreprise, la facturation, etc. etc. Donc ça fait moins rêver la facturation quand on est start-up, mais si on ne facture pas, on ne vit pas. Donc on revient un peu sur des fondamentaux. Et là, la prochaine étape, un peu le futur, c'est de préparer une série A. Et notamment avec une accélération très importante qu'on souhaite faire à l'international, notamment parce qu'en fait Wine Pilot est une verticale de Food Pilot, donc on a plusieurs secteurs d'activité et sur Wine Pilot on veut aller très très vite à l'international, et donc là on a besoin aussi de pouvoir mettre de l'argent, donc 100 000, 4 millions, 10, 15, voilà, et dans ce chemin-là voilà, pour détailler quelques chiffres. D'accord. Et tu as bénéficié d'accompagnement. Alors, on l'a vu qu'il n'y avait pas que l'argent qui comptait, que ce soit dans les villages, dans les incubateurs, mais même chez les fonds. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cet accompagnement? Qu'est-ce que tu en as retiré? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu n'écoutes pas aussi? Parce que finalement, à la fin, tu es le fondateur quand même de ton entreprise. Alors c'est vrai qu'on a un cas particulier. On est 4 cofondateurs. J'ai 51 ans et je suis le plus jeune. Donc on est plutôt une hold-up plutôt qu'une start-up. On est des vieux. Et c'est vrai que du coup, on a moins été consommateur d'accompagnement sur le BP, etc. Cela dit, que ce soit au village,
que ce soit à l'incubateur Bernard Magré, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a gagné un prix l'année dernière et on est à l'incubateur. Moi, j'ai été notamment sur... ça va tellement vite aujourd'hui, notamment la génération de leads, etc. Toute la partie commerciale, par exemple, ça va super vite. Donc, c'est bien d'avoir des conseils. Voilà. C'est pas parce qu'on a l'expérience de l'entreprise, parce qu'on a 50 balais, que on ne doit pas utiliser les outils qui sont à notre disposition. Donc, on prend ça. Après, c'est vrai que dans le dispositif d'accompagnement, le réseau est vachement important en fait. Hein. C'est beaucoup des histoires de réseau. On est allé chercher nos premiers clients. Je pense à Gérard Bertrand par exemple, qui est à l'étage du dessus. Et les commerciaux de Gérard Bertrand aujourd'hui, ils montrent la plateforme à leurs clients parce qu'il y a une logique de valorisation. Ben voilà, à un moment donné, il faut faire confiance. Et donc, ces différents réseaux, et je finirai là-dessus, on n'a jamais trop de réseaux. C'est un truc, on n'a jamais trop, que ce soit les régionaux, que ce soit dans les filières, que ce soit à l'international. Donc il faut toujours être bien connecté à ces réseaux-là et puis les entretenir. Voilà. Super, merci. Ouais, ça me fait un petit peu penser aux footballeurs avec un centre de détection, le centre de formation, l'équipe junior, l'équipe truc, on passe en Ligue 1, hop, il y a un peu ce parcours comme ça. Il nous reste une dizaine de minutes, ce qui pourrait être intéressant à faire un tour de table peut-être dans ce sens-là pour faire tourner la parole. Pour vous, dans les années à venir, ça va être quoi les principaux enjeux, vous, de vos fenêtres d'investisseurs ou d'accompagnateurs? Ça va être quoi les principaux enjeux? Qu'est-ce que vous voyez arriver? Alors, pas forcément l'IA, quelque chose comme ça, mais voilà, les enjeux plus de l'accompagnement. Qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui va évoluer ou se structurer dans les années à venir? Alors, dans les grands challenges du monde du vin, il y en a quand même deux majeurs. C'est un, le changement climatique et l'impact que ça a sur la vigne et les vins. Et le deuxième, c'est les changements d'habitude de consommation. Donc ces deux gros enjeux ont des impacts sur toute la filière au niveau des ventes de vin. Et donc nous recherchons des startups qui vont adresser une partie de ces enjeux. L'IA est un peu partout et c'est un peu comme les NFT il y a 2 ans, c'est à la mode. Il va y avoir beaucoup de massacres dans les mois et années qui viennent. Mais en tout cas, il y a des boîtes qui sont déjà sur le marché avec des solutions qui se vendent et qui fonctionnent pour les vignerons, que ce soit dans la vigne. Nous, on a une boîte qui s'appelle Deep Planet qui fait de l'image satellitaire couplée à de l'AI pour aider les vignerons à prendre des décisions sur la culture. Donc il y a des solutions qui commencent à émerger. Il y a beaucoup de hype aussi autour de ça. Donc on essaye de garder la tête froide par rapport au business model. Par rapport aux équipes, de manière à être sûr de prendre des sociétés qui ont une valeur pour les clients, les vignerons ou la distribution, et pas seulement des idées sur un pitch. D'accord, on fait attention à l'effet un peu ballon de baudruche de l'IA. De l'IA. Super, merci beaucoup. Alors, Camilo, Alors, quels enjeux sur l'accompagnement? Bien sûr, changement de communication et changement climatique sont des enjeux qui impactent toute la filière. Mais pour revenir plus sur la partie accompagnement, moi je dirais que il faut vraiment pousser les acteurs, notamment les domaines et les propriétés viticoles, à devenir justement des early adopters et à pouvoir tester les innovations que toutes les startups proposent pour que justement ils puissent avoir des feedbacks concrets, avancés. Et donc un des grands enjeux, je pense, c'est d'essayer de trouver un moyen pour que ces propriétés, ces acteurs puissent être au courant de ces innovations, donc vraiment pouvoir les identifier. Et dans un deuxième temps, pouvoir avoir le temps et le budget d'investir sur ces innovations pour pouvoir les tester et les faire évoluer. Parce que sans ça, les startups ne pourront pas se développer. Donc pour moi, c'est pousser tous les acteurs à vraiment à embrasser cette innovation. Ouais, c'est un sujet critique. C'est dans l'ADN de la WineTech aussi, justement, de faire ce travail de vitrine. Mais c'est vrai que les innovations qui ne sont pas adoptées dans le vignoble, qui ne sont pas adoptées dans les chèvres, ou dans le business, ou dans l'export, on ne peut pas aller plus vite que les acheteurs, quoi. Non, ouais, super, merci beaucoup, Camilo. Frédéric de Tafnet, toi, enjeu. Les enjeux, pour moi, ça fait lien, c'est la notion d'adoption et de pragmatisme. Quand on parle d'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a énormément de bruit, beaucoup d'innovation, et en fait,
ne faut pas oublier que c'est quoi la réponse qu'on doit apporter. Donc je pense que l'enjeu, en fait, c'est d'apporter une réponse simple, pragmatique, à un besoin identifié pour trouver son client. C'est la base. C'est revenir à des choses basiques, parce que tout ce qui est autour de l'innovation, ce sont des moyens. Et parfois, on oublie un peu et on se... Voilà. Et moi, je vois aujourd'hui des clients qui... non, attends, concrètement, qu'est-ce que ça m'amène dans mon business? Parce que dans le monde du vin, aujourd'hui, le sujet de la décarbonation, c'est un sujet qui emmerde les gens. Voilà. Et ça ne les passionne pas, en tout cas. Le sujet, c'est produire et vendre. Et donc, la question, c'est savoir répondre, être très pragmatique. L'adoption, c'est pas pour se faire plaisir, il y a des enjeux business et restons focus sur les enjeux business et soyons acteurs à notre niveau pour les aider à faire leur cœur de métier. Ok, focus. D'ailleurs, petite page de publicité. Demain, 15h30, j'ai un petit doute sur l'horaire. Super table ronde sur justement les enjeux de la CSRD. On a gardé le plus dur pour la fin. Mais ça va être captivant en tout cas sur ces enjeux et sur la décarbonation et sur la CSRD. Super. Merci Jean-Édouard. Les enjeux. Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais quand on regarde aujourd'hui, ces entreprises, elles ont des vocations nationales et internationales. Mais si je prends le focus de la France, quand on regarde aujourd'hui les thématiques sur la sécurisation de la production et sur la gestion de l'aval et de la distribution, tous les bassins de production français n'ont pas les mêmes problématiques. Si on prend Bordeaux, si on prend Champagne, si on prend Bourgogne, si on prend Sud-Est, chacun rencontre des difficultés et rencontre des succès. Donc le vrai sujet, et j'ai envie d'aller aussi dans ton sens, c'est de dire comment on fait pour vulgariser des technologies qui sont de plus en plus abouties, où on met de l'IA, où on met de la tech, où on met des offres SaaS. Voilà, donc on est quand même dans un monde agricole qui est en mutation. On a des néo-utilisateurs avec des niveaux de diplôme qui sont plus avancés aussi. Mais comment on fait pour adapter et vulgariser ces outils et répondre à des préoccupations? Bordeaux n'a pas les mêmes que Bourgogne ou Champagne. Donc voilà, travailler cette logique de vulgarisation, d'accessibilité, j'ai insisté là-dessus, parce que quand on est avec une réflexion de banque nationale et régionale, on se doit d'identifier en tant qu'OPA, organisation professionnelle agricole, les besoins de nos clients. Donc nous, on insiste là-dessus, et c'est souvent aussi qu'on insiste auprès des startups sur cette nécessité de rendre lisible leur modèle. D'accord. Et l'intérêt aussi dans le cadre du village by CA, du maillage national, justement, qui fait que plusieurs incubateurs ou plusieurs accélérateurs peuvent parler entre eux et faire passer un peu la balle, faire passer l'innovation. Alors c'est vrai que les villages sont des sortes de succursales, hein, des caisses régionales. Donc la stratégie, on le travaille. D'ailleurs, je remplace mon collègue Samuel Brento qui travaille justement à Crédit Agricole SA à Montrouge. On a un travail de fond qui est de mettre en place des référents innovation sur l'ensemble des bassins de production. Ça va permettre d'animer, de donner du liant, parce que ces entreprises qui sont hébergées dans tel ou tel village, eh bien, si demain on accélère, qu'on facilite les mises en relation, eh bien, ça accélérera leur business. Donc je pense qu'à notre petit niveau, on a notre rôle à jouer. Ouais. Super, merci beaucoup. Et pour conclure, Amaury, les enjeux de demain. Pour ne pas faire de redite, et je pense que tous ces points de vue sont particulièrement vrais. Aujourd'hui, vous en êtes tous convaincus, on est dans une situation viticole qui est très compliquée, que ce soit à la fois sur le coût des intrants ou la main-d'œuvre qui est compliquée à trouver, que ce soit pendant la phase de production où, en termes d'intensité et de fréquence d'événements climatiques néfastes, négatifs, on n'a jamais vu ça. Alors peut-être à nouveau pas réparti de la même manière en France, mais ça reste quand même très compliqué. On peut parler à la fois d'un aspect plus milieu, voire insectes, sécheresse, gel et j'en passe. Et sur la partie consommation, vente, c'est aussi très compliqué. Donc si vous êtes gestionnaire d'entreprise, vous avez quand même vos trois piliers qui sont attaqués comme jamais depuis pas mal de décennies. Et c'est là où on est totalement, au sein de Demeter, et je pense ici aussi, tous convaincus de l'utilité de ces différentes innovations. Il faut faire le tri. Il y en a aussi beaucoup. Il y a 4-5 ans, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas la WineTech. Il y avait, si vous alliez dans les salons, le salon de vin de la Loire ou d'autres, etc., on parlait de production et de consommation. Qui étaient les consommateurs et comment on produisait ces vins et en quelle proportion. Aujourd'hui, on parle, la plupart du temps, de conférences sur l'environnement, sur l'empreinte CO2, sur comment essayer de mieux faire. Et il y a plein de startups. Vous pouvez aller au Vinitexifel, au Citevi, où on est un peu plus sur des situations, des solutions techno, qui répondent à ces enjeux-là
La vraie question, c'est au niveau des producteurs, qui a l'envie d'y aller et qui a les moyens financiers d'y aller. Le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours les deux. Parfois, c'est compliqué financièrement et que ces solutions, même si elles ont un ROI au bout de 2 ans, 3 ans, dans certains cas, c'est compliqué financièrement et pas que qui sont en bas de l'échelle. Il y a même aussi des grands crus à Bordeaux qui sont dans des solutions compliquées. Et après, c'est aussi embarquer toute une équipe, toutes les personnes qui travaillent dans le château, changer les habitudes, potentiellement travailler plus, ce qui n'est pas automatiquement souhaité. Ce sont des métiers qui sont quand même parfois pénibles toute l'année. Et donc, il y a un vrai besoin de pouvoir, et c'est là où je reviens sur ton point, promouvoir toutes ces innovations, si possible promouvoir les bonnes. Il y a pas mal d'associations, d'incubateurs, de fonds d'investissement qui essayent d'orienter vers les bonnes, d'accélérateurs, pour faire évoluer la filière. Et j'ai peur que ceux qui ne prennent pas ce tournant de l'innovation, et elle peut être très simple, hein, de l'agroécologie, pour moi, fait partie de l'innovation. Et ça a beaucoup de sens de mixer à la fois de l'agroécologie et de l'innovation peut-être un peu plus tech, à condition qu'on sache où aller, et derrière se dire, est-ce que mon entreprise est résiliente pour, producteur de vin, est résiliente pour les 5 à 10 prochaines années? Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, toutes les stratégies de producteurs de vin soient orientées sur la résilience environnementale, des coûts, des intrants, de la main-d'œuvre, mais aussi de la consommation derrière. Et quelle que soit l'innovation, il y en a partout dans la chaîne de valeur. On a pu investir sur du biocontrôle, espèce de biopesticides au sein de Vitirève, tout comme dans la société Les Grappes, qui fête ses 10 ans, qui distribue du vin en ligne. Il y a plein de solutions qui permettent de faciliter ça. Il faut faire connaître ces solutions-là, il faut les pousser, et pour qu'elles puissent se développer et être assez matures pour pouvoir proposer un produit ou un service qui ait un retour sur investissement évident, mais il faut qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette jusque-là. Ça veut dire qu'il faut que ça passe par toutes ces étapes pour lui permettre d'avoir un volume assez important pour des fournisseurs, pour pouvoir revendre, pour pouvoir avoir une marge, continuer à se déployer. Et donc, un peu en ouverture, on est tous, nous, maillons indispensables, et on est très, 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 très en avance par rapport à d'autres pays sur l'aspect innovation. Comme tu expliquais, en termes de financement public, privé, dans ce secteur-là, on est mais très loin en avance. Continuons. Je ne sais pas si vous avez pu voir, on a un super stand aujourd'hui, la WineTech. Ça aussi, pour ceux qui viennent dans les salons, ça n'a pas toujours été le cas, et ça continue de pousser. Il y a de plus en plus de fonds spécialisés qui se mettent sur ce secteur-là. C'est une chance inouïe pour les startups. Et ça doit être une chance totalement dingue pour les producteurs de vin, à condition qu'ils, pour certains, aillent un petit peu plus loin, creusent. Et pour les startups et pour tous les acteurs qui font partie de cet écosystème-là, il faut qu'ils puissent pousser, mettre en avant ces solutions qui sont vraiment super pour la plupart. Super, merci beaucoup Amaury. Ça va être la conclusion. Moi j'avoue que j'ai envie de rajouter une petite conclusion à titre personnel. Je pense que la filière, on a eu la chance d'avoir une filière viticole extrêmement structurée en France, hein. Les syndicats, les interprofessions, les fédérations d'interprofessions, les fédérations de fédérations. Enfin, on a tout ce qu'il faut en termes de structuration de la filière. Et j'ai le sentiment, parfois, enfin je sais pas, on va pas relancer le débat, ça fera l'objet sûrement d'une table ronde l'année prochaine. Mais je pense que la filière devrait aussi prendre ses responsabilités un petit peu plus dans la diffusion de ça, dans le financement, dans la sécurisation du financement. Donc voilà, chers amis des interpros, des CNIF, des CNAOC, des fédés de ceci, de cela, et Dieu sait si on en connaît et qu'on les aime, je pense qu'il y a vraiment une place à prendre et un rôle à jouer là-dedans pour sécuriser, promouvoir, et ainsi de suite. Merci beaucoup en tout cas pour ces éléments.